Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Idée Astro pour cette émission spéciale pleine lune. Et c'est une soirée très spéciale puisque vous pourrez peut-être observer une éclipse partielle de lune. Et pour en parler plus en détail, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Marie de Wulf, Marie astrologue réputée et vue à la télé. Vous l'avez peut-être déjà aperçue dans les émissions comme Idée Astro, 100% Voyance ou encore son émission Rêvez-vous. Marie, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour Valérie aussi à la technique et puis bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravie de passer ce moment avec vous voilà, dans mon petit chez moi. Et nous de même, plaisir partagé. Alors, la magie de cette émission, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est que nous la fabriquons ensemble. Aussi, si vous avez des suggestions sur des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous inscrire tout cela en commentaire. Il suffit pour cela de vous rendre sur les réseaux sociaux. Voilà, de nous envoyer un petit message. Alors, au sommaire de cette émission, une émission bien chargée. Donc, dans l'horoscope au télescope, nous découvrirons quelles sont les influences de cette pleine lune selon les signes. Puis nous ouvrirons notre dossier spécial Lune à la Une consacré au disque astrologique antique de Chevroche. Enfin, dans la story du jour, Marie dévoilera à Maxime le sens caché de son rêve. Et j'en profite également pour vous rappeler que tout au long de l'année, Marie est disponible en consultation privée pour effectuer votre thème astral, vos prévisions astrales et également des interprétations de rêves. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 35 45, 01 75 75 35 45. Et pour votre premier appel, vous pouvez bénéficier de l'offre découverte. N'hésitez pas à la demander. 01 75 75 35 45. Eh bien, Marie, démarrons tout de suite par mieux comprendre cette pleine lune du mois de juillet. Je te laisse la parole. Eh bien voilà, oui, cette pleine lune ici qui se passera donc le 16 juillet, n'est-ce pas, très tard, puisqu'elle se passe autour de 23h30 heure de Paris, un petit peu plus que 23h30 et quelques petites minutes. Et nous aurons ici une pleine lune pas très sympathique et pas très gentille. Pourquoi donc? Voilà, elle va quand même embêter beaucoup de gens, beaucoup de gens. Très peu de personnes seront à l'abri de cette pleine lune. Le pourquoi, c'est qu'elle est accompagnée d'une planète qui s'appelle Pluton et que la lune avec Pluton, elles font pas très bon ménage. Donc elles sont toujours un peu en bisbille. Il y en a une qui veut un petit peu supplanter l'autre qui veut prendre le pouvoir. Donc il y a comme ça des jeux d'influence et des jeux de rôle qui sont là et qui sont pas toujours très dans la tendresse. Donc ce qui veut dire que les personnes qui, en plus elle est en Capricorne, cette pleine lune, et il faut dire que le secteur du Capricorne n'est pas un secteur où la lune se sent très à l'aise. Elle est toujours un peu à l'étroit dans ce signe. Elle se sent, comment dire, un peu prisonnière. C'est comme si elle avait un corset. Voyez-vous, un corset bien serré, donc elle est un peu coincée. Voilà. Alors avec ce Pluton, bien évidemment, ça renforce un peu ce côté coincé et ce côté, pas que Pluton la coince, mais lui, il va remettre une couche un peu sur son désir d'indépendance. Et comme elle est coincée, si elle veut prendre son indépendance, c'est pas trop, c'est assez conflictuel en fait. Donc, ce qui veut dire que les relations avec les proches, les parents, les amis, les uns et les autres, voyez-vous, que ce soit au travail, que ce soit dans ses relations sociales, amicales, etc. Vous voyez, donc là, c'est une période, la période de cette pleine lune, donc 3 jours et demi avant et 3 jours et demi après, et on sait que ça monte en puissance et que le zénith de cette pleine lune, c'est le jour de la pleine lune et après que ça décroît. Donc, quand ça monte en puissance, eh bien, il y aura des tensions entre les uns et les autres. Les choses ne vont pas bien comme on veut, on se prend un petit peu le chou pour des queues de cerises, quelquefois pour des choses un peu plus sérieuses. Okay. C'est vrai que c'est un moment un peu difficile. Ne seront à l'abri de cette pleine lune-là que les Sagittaires, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont superbement bien aspectés. Dans une moindre mesure, les Lions aussi. Bien que les Lions, ils auront quand même, n'est-ce pas, je vais reprendre en expression, Émilie, la tête près du bonnet. Merci Marie. Facilement. Je l'emploie maintenant régulièrement. Maintenant. Merci beaucoup.
Alors, ceux qui seront un petit peu dans leur bulle et qui vont un petit peu laisser passer l'orage au-dessus de leur bulle, ce sont les poissons. Mais les autres signes, d'une manière ou d'une autre, ils seront quand même impactés par cette pleine lune. Et impactés dans le sens où ça va de la mauvaise humeur au conflit. Vous voyez, c'est dans ce sens, ça peut varier en intensité par rapport aussi à comment la Lune est placée dans le thème de naissance de la personne. Mais voilà, c'est aussi une période où il faut éviter de rentrer dans des négociations, dans des discussions. Si vous avez des négociations pour de l'argent, pour des prêts, pour des achats, ou tout simplement vous avez un contentieux avec quelqu'un et il faut négocier un contentieux, c'est un moment où il faut mieux laisser passer ces jours-là avant de reprendre les discussions. On peut toujours dire très diplomatiquement, écoutez, je ne suis pas disponible à cette date-là. On voit ça la semaine prochaine. Voilà, on voit ça la semaine prochaine. Voilà. On peut toujours notez bien, on voit ça la semaine prochaine. N'hésitez pas. On va s'éviter quelques conflits. De reporter. Mais c'est vrai que s'il y a déjà, comme des contentieux par exemple, c'est déjà très tendu dès le départ, si on rajoute encore une couche de tension là-dessus, ça peut ne pas bien se passer, ou alors en tout cas remettre des bâtons dans les roues pour que les choses se passent moins bien et qu'il faudra plus de temps aussi pour les résoudre par la suite. Donc voilà, s'il y a vraiment un grand conseil à donner pendant cette période et surtout la journée, c'est de prendre congé, de se mettre sur la couette et de laisser passer l'orage. Et notre chapitre Lune à la une est donc aujourd'hui consacré au disque astrologique antique de Chevroche. Alors, il a été découvert en 2001, mais tout d'abord pour nous situer, nous sommes dans la Nièvre. Alors exactement, pour ceux qui ne sont pas très bons en géographie, c'est entre Paris et Mâcon, ou encore Orléans et Dijon si on trace des diagonales. Voilà, pour vous situer un petit peu. Alors historiquement, nous sommes, on sait qu'il y a une occupation gallo-romaine qui s'est fortement développée depuis le second quart du 1er siècle de notre ère jusqu'au 5e siècle. Et le disque, lui, donc, qui a été retrouvé, aurait été enfui dans les années 350 après Jésus-Christ. Et alors vous me direz, mais comment ce disque est réapparu comme cela autant d'années après? Eh bien, nous devons cette découverte à un village de vacances, et plus précisément à un projet de construction de village de vacances, puisque pour de tels projets, effectivement, il est courant de pratiquer des fouilles archéologiques, et effectivement, une fouille archéologique préventive officielle avait alors été initiée en 2001-2002, et c'est comme ça, donc surprise, qu'ils ont découvert quand même une petite cité gallo-romaine de pas moins de 4 hectares. Voilà, donc sur ces 4 hectares, ils ont fait évidemment bien d'autres découvertes, des vestiges donc d'une activité métallurgique importante, du mobilier et 4 dépôts d'objets métalliques qui étaient à l'époque contemporains, que l'on peut considérer contemporains pour l'époque. Et l'un de ces dépôts rassemblait plus de 200 objets. Donc c'est quand même assez considérable. On imagine la surprise des archéologues ou fragments d'objets, bien sûr, puisque tout n'a peut-être pas résisté au temps non plus. Et donc parmi ces 200 objets, des outils, donc des marteaux, des burins, des éléments domestiques comme de la vaisselle, des clés ou encore des pièces de harnachement de chevaux. Et c'est dans cette catégorie-là qu'avait été classé donc ce disque, un disque très oxydé, et il l'avait tout simplement catalogué dans la partie pièces de harnachement de chevaux. Et il a fallu attendre 2004 lors de sa restauration pour découvrir en fait sa véritable nature. En effet, donc lors de sa restauration, on a mis au jour donc 3 lignes concentriques, exactement, d'inscriptions, avec des inscriptions en grec. Et donc sur ce disque. Donc tout de suite, ça a fait basculer en fait cette pièce dans une autre catégorie qui est la catégorie des objets scientifiques. Voilà, donc là déjà on a commencé un petit peu à se poser la question. Et donc ils ont observé de plus près ce disque qui a laissé apparaître justement des informations. Donc ce disque est divisé en 12 parties égales de 30 degrés chacune, dans lesquelles sont inscrits 3 mots superposés. Et donc à chaque fois on a l'un des 12 mois égyptiens, l'un des 12 signes du zodiaque et l'un des 12 mois romains. Voilà, moi je trouve ça
incroyable puisque voilà, on parle, alors c'est une époque, on va dire, pas si lointaine par rapport aux époques dont on parle habituellement dans cette émission, mais quand même. Et donc le disque peut être lu en commençant par Thoth, qui est le premier mois du calendrier égyptien, qui commence à la date du 28 août ou 29 août, selon si on est dans une année bissextile. Et alors, on peut dire que l'utilisation de l'alphabet grec, la référence au mois et aux signes zodiaco-égyptiens, et la tentative de mise en correspondance des calendriers égyptiens et romains font de cet objet un objet tout à fait surprenant et évidemment d'une grande rareté. Et on imagine que la personne qui en avait usage devait être, lui, d'être un fin connaisseur de l'astrologie, de toutes ces, voilà, de l'histoire, des différentes cultures, etc. Donc son utilisation reste un petit peu compliquée, hein, on le sait, on l'a découvert notamment le mois dernier dans l'émission de la pleine lune. L'astrologie remonte à des millénaires, à la Mésopotamie exactement, et du coup la façon de pratiquer l'astrologie à travers les âges est très complexe, elle a varié également, et évidemment tous ces objets ne nous sont pas livrés avec un mode d'emploi, donc après voilà, à nous d'essayer un petit peu d'imaginer comment on pouvait se servir d'un tel outil. Et bien maintenant que nous en savons un peu plus sur la place du ciel dans l'histoire, je te propose, Marie, si tu es d'accord, de retrouver Maxime au téléphone. Alors Maxime a répondu à notre annonce casting de rêve. J'ai toujours voulu dire ça. Et plus sérieusement, Maxime a fait un rêve et il aimerait que tu l'aides à en découvrir le sens. Donc je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est, car les rêves ne sont jamais là par hasard. Ils renferment toujours un message et toi, tu es un petit peu notre Google des rêves, hein. Tu nous aides toujours à trouver leur origine et à en faire leur interprétation. Émilie, Google, je veux bien, mais pas Gogol. Hein. Ah non, bah oui, Google. Maxime est là, ben voilà. Très bien, merci beaucoup Maxime de nous avoir rejoints en ligne. Je vous laisse tout simplement poser, je vous laisse avec Marie, voilà, elle va vous dire de quoi elle a besoin. Bonjour Maxime. Bonjour Marie, bonjour. Alors Maxime, vous avez fait un rêve, vous allez d'abord commencer par me le raconter. D'accord. Alors c'était un rêve que j'ai eu quand j'avais environ une dizaine d'années, donc j'étais un peu jeune. Donc dans mon rêve, j'étais dans mon salon tranquillement et je sors de chez moi, donc je sors par la porte d'entrée et j'arrive devant mon portail en fait et je sors dans la rue devant ma maison et je tombe sur mon père, mais en fait il y avait deux fois mon père, en fait il y avait un père gentil et un père méchant et ces deux personnes, enfin ces deux pères on va dire, les deux ils essayaient de me convaincre de venir les rejoindre. Ils me disaient viens, c'est moi le vrai père. Les deux ils me disaient non, c'est moi et je l'écoute pas l'autre, etc. Et du coup je savais pas vraiment quel choisir, j'ai paniqué et je savais pas lequel choisir et ensuite je me suis réveillé et depuis que je suis tout petit, ce rêve je l'ai jamais oublié et ça me perturbe de pas savoir un peu la signification. Oui, c'est vrai, c'est juste les choix d'enfants sont toujours des moments très difficiles. Il y a 10 ans, on n'a pas encore la rationalité du cerveau pour pouvoir choisir entre l'un et l'autre, mais je vais mettre ça un petit peu à part parce que ça, c'est dans votre évolution. Ce rêve, vous ne l'avez jamais oublié. Vous avez quel âge actuellement? Là, j'ai 20 ans, bientôt 21, dans quelques semaines. D'accord, donc ça fait 10 ans que vous avez fait ce rêve et ce rêve est toujours inscrit à l'intérieur de vous. Oui. Est-ce que vous avez refait des rêves qui pouvaient avoir une histoire qui se rapprochait à ça? Non, pas vraiment. Je rêve beaucoup, par contre, je me rappelle souvent de mes rêves, mais souvent je les oublie 2-3 jours après, et celui-là, par contre, il m'a vraiment marqué. Et j'ai jamais eu d'histoire similaire à ce rêve. Alors, je vais faire appel à vos souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à l'époque où vous avez fait ce rêve? Qu'est-ce qui se passait exactement? Là, je ne saurais vraiment pas vous dire, mais je savais que mon père, dans mon enfance, il a toujours été un peu sévère avec moi, mais je ne saurais pas dire à cette période-là exactement s'il s'est passé quelque chose avec mon père ou pas du tout. Parce que vous voyez, ce rêve de père gentil, de père méchant, c'est un peu, vous avez dissocié quelque part
la double nature de l'homme, qui est à la fois sympa et pas sympa. Hein. On est un petit peu tous comme ça, à des degrés différents. Voyez-vous, c'est un petit peu comme une sorte, je vais employer un mot que je vais mettre entre guillemets, voyez-vous, c'est un peu une sorte de schizophrénie dans votre rêve par rapport à votre père. Et ce que j'en dirais, ce sur quoi ça m'interpelle, c'est de voir un petit peu, vous dites que vous aviez un père méchant, mais quelle était la nature vraie de la relation de votre père? Est-ce que vous aviez un père, moi je ne vais pas parler entre gentil et méchant, mais est-ce qu'il était présent ou absent? Oui, il était présent tout le temps depuis que je suis petit. Enfin, il travaille, mais il était présent le matin et avant d'aller à l'école, et le soir quand je revenais de l'école, il était présent. Voilà. Je ne parle pas d'une présence physique. Voilà, je spécifie. Est-ce qu'il était présent émotionnellement près de vous? On va dire que dans mes deux parents, il jouait un peu le rôle de... Quand j'avais une mauvaise note, il me criait dessus. Ou quand je faisais des bêtises, il me criait dessus. Ça fait partie de l'éducation. Partie de l'éducation, ça. Mais vous, avec votre papa, parce que, vous voyez, le fait que vous le voyez gentil, que vous le voyez méchant, il y a à la fois ce que vous redoutiez de sa part à lui et ce que vous espériez de sa part à lui. Ah oui, je vois. Vous voyez, vous redoutiez quelque part son côté méchant, mais vous aspiriez à son côté gentil. Si vous aspirez à son côté gentil, ben on peut, si on va un petit peu dans le regard des choses, dire oui, mais il n'était pas toujours très gentil. Même quand il n'était pas méchant, ça ne veut pas dire qu'il était tendre avec vous. Il jouait son rôle de père éducateur, mais est-ce que c'était un père aimant? Est-ce que c'était un père qui vous prenait dans ses bras, qui vous témoignait de la tendresse? Parce que gentil, méchant, il y a l'aspiration et l'appréhension. Vous aussi, vous aviez une double attitude par rapport à ça. J'aspire à un père gentil et je crains mon père pas gentil. Je vois, c'est vrai que j'étais pas très câlin avec mon père, mais enfin, oui, c'est vrai que je vois ce que vous dites, c'est vrai. Ouais. Parce que je vous sens très troublé là. Non, pas du tout. Enfin, un petit peu quand même. Vu que vous expliquez un peu. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Parce que vous voyez, c'est ça. Ce serait très intéressant, mais ça, on ne peut pas le faire comme ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en aparté. Et ce serait très intéressant d'aller plus loin dans le côté gentil du père. Et d'essayer d'aller découvrir. Parce que vous l'aspiriez, donc si vous aspiriez, c'est que c'était absent. Et même s'il était présent physiquement, qui rentrait de l'argent à la maison, qui s'occupait de vous donner une punition quand vous ne travailliez pas bien à l'école ou vous faisiez des bêtises, voyez-vous, oui, c'est une présence, mais il y a aussi une absence affective. Je pense que vous avez raison. Il faudrait un peu plus pousser, c'est sûr. Oui, mais c'est pas parce que... C'est pas pour autant qu'on aime moins son parent, voyez-vous, c'est juste qu'on fait un constat de quelque chose. Et que, en le sachant, ça ne veut pas dire que votre père va changer, mais vous pouvez changer de regard sur votre père. Ça, oui. Merci en tous les cas, Maxime, de nous avoir rejoints. Voilà, Maxime. Merci à vous de m'avoir appelé. Au revoir. Merci. Au revoir. Et je vous envoie plein d'énergie, très positive, très lumineuse pour vous. Merci, c'est gentil. Marie, merci beaucoup pour cette interprétation de rêve avec Maxime. Vous le voyez, voilà, vous découvrez, si ça n'avait pas déjà été le cas, une autre facette des talents de Marie, donc qui, vous l'avez vu, elle n'était pas au courant, elle a découvert le rêve en direct et voilà, c'est son domaine, elle lit littéralement dans les rêves, voilà, elle arrive à décrypter et c'est vrai que c'est un travail très intéressant à faire, notamment quand on a des rêves comme ça qui nous restent en tête, parce que c'est pas toujours le cas, parfois on rêve, on s'en rappelle pas, parfois il y a des rêves qui nous marquent, on ne sait pas non plus pourquoi. Voilà, n'hésitez pas en tous les cas, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait rejoindre Marie en consultation privée, hors antenne, hors émission, pour demander également une interprétation de rêve. Voilà, donc l'émission arrive presque à son terme déjà. J'aimerais juste vous rappeler de ne pas hésiter à aller sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo que vous retrouverez en ligne et à la partager à vos amis. Cela leur permettra de nous rejoindre
rejoindre lors des prochaines émissions, tout simplement, ou encore de nous faire part de vos avis et commentaires pour nous aider également à améliorer l'émission ou encore à trouver de nouvelles thématiques à aborder pour l'émission. Avant de nous dire au revoir, je souhaitais vous parler d'une petite dernière nouvelle de SpaceX. Alors pour son projet qui s'appelle Starlink, qui vise à connecter chaque recoin de la Terre à Internet à haut débit, la société donc d'Elon Musk, SpaceX, a envoyé le 24 mai dernier, c'était il y a peu, pas moins de 60 microsatellites dans l'espace. Mais voilà, le problème, c'est que ces microsatellites, ils ont beau être micro, ils sont ultra brillants. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont une forme toute plate et ils ont surtout dessus un miroir réfléchissant. Voilà, donc ça donne véritablement en fait une guirlande lumineuse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir les photos justement qu'on peut trouver, enfin les clichés du lancement, mais en fait on voit vraiment une guirlande lumineuse dans le ciel qui est représentée par ces 60 microsatellites. Voilà, et ce qui est assez inquiétant, c'est que c'est juste le début du déploiement, puisque le projet est encore plus important et d'ici 2027, ce ne seront pas moins de 12 000 satellites supplémentaires qui seront envoyés dans l'espace. Voilà. Donc évidemment, cela commence à alerter certains astronomes, puisqu'en fait, ils craignent tout simplement que cela vienne perturber l'observation du ciel. Par exemple, on le sait, il y a des astres qui sont plus ou moins visibles. Donc effectivement, si on a comme ça des satellites très brillants qui passent devant, ça risque d'être un petit peu compliqué. Sachant qu'aujourd'hui, donc, ils ont été déployés en orbite basse, c'est donc 450 km d'altitude. Ils vont au final se déployer jusqu'à, il y a une fourchette entre 550 et 1200 km. Ils vont perdre évidemment un petit peu de leur brillance. Toutefois, il a été calculé, estimé en tous les cas, qu'une fois dispersés chacun à leur hauteur respective, on pourrait en apercevoir à l'œil nu pas moins de 100. Donc c'est quand même assez considérable. Alors face aux critiques, évidemment, Elon Musk a décidé de réduire la taille, la superficie de ce panneau. Mais voilà, j'ai envie de dire que le mal est déjà un petit peu fait, puis il aurait peut-être fallu y penser un petit peu avant. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. En tous les cas, on espère que les conséquences seront moindres. Le problème, c'est qu'on le sait, la concurrence fait rage en matière d'Internet, des nouvelles technologies, etc. Donc d'autres projets similaires, bien évidemment, sont en cours, avec notamment les géants Amazon et OneWeb. Donc si on prend plus en compte les projets dont nous avons parlé récemment, donc on parlait de fausses lunes pour la Chine, qui nous servirait de lampadaire. On a parlé de fausses étoiles filantes du Japon. Donc tout ça, ça part par des satellites à la base. Donc voilà, je pense que nous allons assister dans pas très longtemps à une petite guerre des étoiles, mais en vrai, voilà. Je ne sais pas ce que tu penses de ces projets qui sont complètement fous, moi, Marie. je n'en pense pas beaucoup de bien, parce qu'en fait, l'homme n'est pas respectueux de ce qu'on lui donne, que ce soit sur la Terre, sous les mers ou bien dans le ciel maintenant. Il a déjà fait du ravage sur la Terre, il en a fait sur la mer, il part dans le ciel. Donc voilà, je veux dire que la bêtise n'a pas de limite, n'est-ce pas? Elle est incommensurable. Et la sagesse, elle est très réduite. Donc les gens n'agissent pas beaucoup avec beaucoup de sagesse. On ne pense que, disons, à être, comme je disais, on a un énorme complexe, c'est qu'on se prend pour des dieux et qu'on va être plus Dieu que Dieu. Donc, devoir aller se brûler les ailes, le premier qui l'a fait, c'est Icare quand même, dans la mythologie. Donc, il s'est quand même joyeusement cassé la figure. Notre petit Icare. C'est la même chose. Voilà, mais de toute façon, à un moment donné, ça ne peut pas faire autrement que de nous retomber dessus, puisqu'il y a quand même l'attractivité de la Terre qui est là. Donc, à un moment ou un autre, même s'ils sortent des zones... J'avais lu, c'est 227 kilos le satellite, donc il a beau être micro, ça nous tombe sur la tête. De toute façon, quand ils reviennent dans l'atmosphère, ils se désagrègent, mais ils peuvent se désagréger en petits morceaux, mais quelquefois, c'est des gros morceaux quand même. Bien sûr. On voit bien, on a déjà vu des impacts dans les déserts de morceaux qui sont retombés, donc et on a conscience de ça. Il y en a qui ont conscience de ça, mais puis bon voilà, c'est parti dans la démesure, et on aime bien d'être plus Dieu que Dieu. Voilà, c'est parti un peu de la nature humaine.
Voilà donc pour les nouvelles, on ne sait pas ce qui nous attend pour la prochaine émission du mois d'août. Nous verrons bien, j'espère de jolies surprises en tous les cas. En attendant donc ce prochain rendez-vous de la pleine lune du mois d'août qui aura lieu le 15 août 2019, donc nous avons d'ici là rendez-vous avec les étoiles et c'est un véritable festival. Puisque, donc vous le savez, c'est une période particulièrement propice pour dormir à la belle étoile et voir beaucoup de pluie, d'étoiles filantes. Donc il y en a une quantité, sachant que évidemment ça s'étale sur quelques périodes, mais là on va prendre les pics d'activité pour un petit peu résumer tout cela. Donc le 28 juillet, vous aurez les Piscis Austrinides et les Delta Aquarides. Le 30 juillet, les Alpha Capricornides. Et le 13 août, les Perséides. Voilà, et les Perséides, on peut généralement en observer jusqu'à 100 par heure. Voilà, c'est considérable. Donc n'hésitez pas à dormir, à passer une petite nuit à la belle étoile. Ça fait toujours plaisir pendant les vacances. C'est un joli programme. C'est très amusant. Pique-nique, oui, hein. Pour les petits et les grands. Voilà, et quand le ciel devient noir, on se couche et on regarde le ciel. Et c'est très amusant. Exactement. Donc, si vous avez la chance d'en apercevoir des étoiles filantes, n'oubliez pas de faire un vœu, car c'est comme cela qu'ils se réalisent. Et c'est important. Merci beaucoup, Marie. Émilie, maintenant, comme il y en a des artificiels... Elle compte pas. Pour moi, elle compte pas. Marie, un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était encore un véritable plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt, mais c'est toujours un plaisir pour moi aussi. Alors, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, Marie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. À bientôt.